toute la France avec les roadbooks qu'on a fait. Comment? En van donc. En van, en 4x4 ou en véhicule un petit peu. J'ai le micro fait. Plus fort. Ça marche en principe. Non. On m'a dit que tout à l'heure ça marchait. Il est allumé? Que ce soit avec un van un peu surélevé ou avec un 4x4, mais pas forcément un Land Rover comme on a nous. L'idée de ces roadbooks, c'est des roadbooks balades. On a en moyenne à 30% de pistes, donc c'est vraiment de faire de l'aventure, mais en France. Ça change un petit peu. Puis 2005, on l'a créé pour nous. Et puis en 2019, on s'est dit, on a commencé à en avoir plusieurs, on s'est dit on va les partager. Et donc on a réédité certains des roadbooks qu'on avait, d'autres qui étaient plus anciens, on les a pas refaits. Donc c'était trop compliqué, donc on est reparti en 2019 sur une activité commerciale pour nous occuper, pour diffuser nos roadbooks. Et voilà, depuis 2019-2018, on a créé maintenant 4500 km d'itinéraires avec une philosophie qui consiste à faire des grands itinéraires et pas des boucles. Voilà, ça c'est un peu la philosophie que vous avez pour la traversée de l'Espagne. Alors aujourd'hui on va parler pourquoi traverser la France autrement, parce que vous pouvez la traverser vers la nationale. C'est quoi un roadbook, comment on les fait, les régions qu'on peut traverser, l'esprit du voyage au roadbook, c'est un peu un esprit particulier, les conseils pour se lancer, il n'y en a pas beaucoup, et les conclusions. La conclusion. Alors pourquoi traverser la France autrement? J'ai retrouvé une citation d'un bouquin de Sylvain Tesson. Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais sous mes yeux d'un pays si proche dont j'ignorais les replis, les réseaux de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés par le pur silence, miraculeusement vide. Alors, on ne vous promet pas tout ça, mais ça donne déjà une philosophie. Et c'est vrai qu'on pense souvent qu'il faut aller loin, sur l'Espagne, sur le Maroc, pour découvrir l'aventure. En France, c'est une aventure un peu plus contrôlée. Mais il y a aussi des belles choses à faire et des belles variétés de paysages. On a quand même un pays qui est assez diversifié et donc on peut quand même faire des choses très sympas. On a encore des milliers de petites routes et des milliers de kilomètres de petites routes et de pistes. On peut la traverser par l'autoroute, c'est pas notre truc. Il y a du monde, il y a des bouchons, c'est pas ça. Nous, ce qu'on vous propose, c'est ça. Traverser la France par des petites routes, jamais de grandes routes, jamais de trucs, éventuellement pour des liaisons, pour des grandes villes, on est à toi, mais c'est très limité. Et de prendre que des petits chemins, des petites routes rurales, essentiellement des routes départementales, plutôt communales souvent. Et c'est ce qu'on vous propose. Alors un roadbook, qu'est-ce que c'est? Dans l'imaginaire des gens, le roadbook, c'est ce qu'on utilisait pour les rallyes. Ici, c'est l'exemple d'un roadbook du Paris-Dakar. Bon, c'est pour initier. Ça fait un peu peur quand même de voir ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est un roadbook simplifié, un roadbook de découverte, avec une partie touristique, qui vous raconte de ce qu'il y a à voir sur l'itinéraire, avec des liens dans les cases, comme on a ici, le petit i, ma foi, il vous renvoie à la page du bouquin qui vous explique ce qu'il y a à voir. Après, il faut être curieux, regarder, mais on a déjà mis l'essentiel des choses à voir. Et puis, voilà, un roadbook, ça se présente comme ça. Vous arrivez du point, vous partez par la flèche. Donc, quand vous avez fait ici 920 mètres depuis la dernière carrefour. Vous êtes ici sur une piste en droite. Il est composé de la page avec les cases et il est composé d'une cartographie. Donc on fournit systématiquement la trace au format GPX pour rentrer dans votre application, que ce soit une application type Osmand ou ce que vous avez comme sur votre téléphone, sur une tablette, etc. Et donc avec ça, ça vous permet déjà de savoir où vous êtes, que vous avez votre curseur au bon endroit, de savoir si vous êtes, comme vous êtes tout à l'heure, vous ne trouvez pas la voie ferrée, c'est que vous avez raté quelque chose quelque part. Donc vous pouvez facilement vous repérer. Et puis si vous allez faire les courses, vous voulez voir un village, vous avez repéré ou un truc à visiter, vous pouvez sortir du roadbook et venir le rattraper, soit là où vous l'avez pris, ou soit un peu plus loin, parce qu'à chaque fois, il y a les coordonnées GPS sur chaque case sont indiquées. Donc vous allez le rattraper, vous le quittez là, vous allez le rattraper un peu plus loin, c'est pareil. C'est très facile de se repérer. Donc voilà ce qu'il vous faut pour un roadbook, et le copilote, que tout seul c'est plus compliqué. Le copilote, nous on a une tablette, on a le roadbook sur les genoux, et c'est parti. Vous pourrez demander au copilote qui est derrière comment ça fonctionne. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on faisait ça avec les enfants pendant un temps. Les enfants les adorent. Alors quand ils n'avaient pas l'âge, ils étaient derrière avec le roadbook. Puis on était guidés, à l'époque il n'y avait pas tout à fait les GPS, donc on était que avec le roadbook. Ça les occupe déjà pendant le voyage. Donc ça c'est très sympa. Alors,
comment on construit nos itinéraires. Au début, on réfléchit un peu à ce qu'on va faire. On dit tiens, on va en faire un qui part du nord au sud, ou du sud au nord, puis après là en l'occurrence on s'est dit qu'il y a plus de Belges qui vont en Espagne que d'Espagnols qui montent en Belgique par les chemins. On en fait un dans l'autre sens, dans ce sens-là, voilà, on réfléchit un peu aux itinéraires qu'on veut faire, sachant qu'après on les découpe dans différents roadbooks pour pas que ça soit un truc trop long. Les intérêts, ce qu'on cherche en fait, c'est trouver un intérêt paysager. Souvent quand on peut, on prend des lignes de crête ou même des petites routes qui passent sur les crêtes. Trouver un intérêt culturel. Il y a le Mont-Saint-Michel, mais il n'y a pas que le Mont-Saint-Michel. Il y a d'autres trucs. Trouver un intérêt touristique. Et les zones de baignade dans cette saison, c'est quand même un peu appréciable. Et aussi l'intérêt gastronomique, on ne va pas se cacher, voiler la face. En France, il y a quand même pas mal de coins où il y a des petits plats sympathiques, des petits restos, des petites spécialités locales. Quand on traverse le Périgord, on a des petits coins sympas. Et après, une fois qu'on a l'idée globale de l'itinéraire, on mène. Ça s'appelle le chemin des rois qui partait de Blois et qui montait jusqu'à Étampes à l'époque. Et donc on a retrouvé, à partir de la cartographie, les morceaux encore existants de cette voie romaine, la voie antique, je ne sais plus trop si c'est les romaines, qui s'appelle le chemin bleu d'un côté et le chemin des rois de l'autre. Et on essayait de coller au plus près de ce fil conducteur. Voilà. Et globalement en Beauce, il y a encore 50% de cette voie romaine qui existe, des fois elle est goudronnée, des fois elle est terre-condée, donc on fait le tour, on va la chercher. On cherche toujours à avoir un espèce de fil conducteur pour visiter. Et puis on est sur cet intérêt de cette voie romaine, toujours le paysager, et on évite toutes les difficultés. Voilà. Dès que ça peut être compliqué et prévisible, parce qu'après il y a les conditions météo qui font que parfois des chemins faciles, ça n'était pas. Pour l'anecdote, ce genre de photo, moi ça m'arrivait dans la Beauce au mois de juillet, parce qu'ils irriguaient. En période d'irrigation, ils arrosaient aussi le chemin, et je roulais tranquille, plop, posé. Bon, ça arrive, ça peut arriver. C'est pas glorieux, mais ça peut arriver. En Beauce, au mois de juillet, ils étaient embourbés. Donc, il y a un autre point qu'on fait des routes. Pour les routes, il n'y a pas de souci, c'est légal, la légalité des pistes. Donc, on ne reste que sur des voies publiques ouvertes à la circulation. Donc, ce sont soit des chemins du domaine public ou du domaine privé de la collectivité. C'est une subtilité. Le premier, ils sont inaliénables, même si de temps en temps ils sont labourés, mais ils sont inaliénables. Les deuxièmes, c'est la commune qui a, mais c'est son domaine privé et qui peut décider de les interdire. Souvent, ils ne s'en gênent pas. Mais par défaut, si ce n'est pas interdit, comme c'est communal, c'est autorisé. Et quand on fait les repérages cartographiques, vous voyez ici, je ne sais pas le pointeur, mais j'essaie de me déplacer. On a ici sur la carte un chemin noir qui normalement existe. Et quand on fait les vérifications avec le cadastre, on a toujours ce chemin en superposant les deux cartes, mais quand on est avec le cadastre en dessous, on se rend compte qu'il n'y a pas de chemin. C'est un chemin privé. Les chemins, ici c'est dans les Causses, les gars ils passent par là, c'est plus vite, mais par contre vous avez des chemins ici qui sont cadastrés, des pistes, donc on voit cette bande ici, donc ça veut dire que c'est une voie publique, et qui n'existe plus. Donc si on passe sur un chemin comme ça, c'est vrai qu'ils sont à peu près corrects, à peu près entretenus, on est en domaine privé. Donc on fait attention à tout ça. Après ça nous prend un peu de temps à la fin, et des fois on se dit, bah tiens, ça aurait été sympa de passer par là, mais en fait ça marche plus. Donc voilà, il faut vraiment chercher dans le détail, donc on repasse tous nos itinéraires un peu à la loupe là, pas forcément à 4 pattes, mais à la loupe quand même, pour éviter des chemins qui aujourd'hui peuvent être accessibles, mais qui sont privés. Donc du jour au lendemain, on peut se faire jeter, et puis bon, on n'a pas le droit de rentrer en domaine privé. Donc tout ce qu'on fait, c'est autorisé à la date de sortie du roadbook. Après c'est mis à jour parce que on a un exemplaire dernièrement dans les Causses. Le roadbook est sorti il y a 2 mois, il y a déjà une piste qui est fermée, parce qu'ils ont peur des rêves partis, et donc ils ont mis des blocs, parce qu'il y avait des... Voilà, c'est le Larzac, ils ont fermé beaucoup de chemins sur le Larzac, par crainte des rêves partis. On a subi les conséquences, mais c'est comme ça. Alors pour faire les recos, une fois qu'on a fait tout ça, travail de bureau, on fait les reconnaissances. Pour faire les reconnaissances, il faut une bonne marche arrière. On a des chemins qui sont plus accessibles, qui sont inondés, des fois, quand on fait les recos, ou en travaux. Donc on sait que ça ne va pas durer, donc oui, on peut dire, quand on peut dire, il y a un 3e panneau, un 4e panneau, puis plein de panneaux. Donc
fait des marches arrière. Et ça, c'est très variable selon les régions. Vous êtes en Causse, Corrèze, dans certains coins, il n'y a pas de panneaux. Dans d'autres secteurs, comme du côté de Angers, Cholet, ou dans certains coins du nord de la France, il y a des panneaux partout. Donc c'est vraiment très variable. Et des fois, c'est agaçant pour nous parce qu'on est obligé de refaire de la route ou de rechanger complètement tout l'itinéraire. Mais bon, donc en principe, sur nos itinéraires, il n'y a pas de panneaux, ou alors si vous en trouvez, c'est des panneaux tout neufs. Parce que là, les gens nous font un tour, on est sur le site internet, on fait une mise à jour, de toute façon, il y a un panneau qui est coupé, donc il faut dire. Et il faut du temps parce que c'est un peu long d'étudier tout ça. Donc quand on fait une reco, on est plutôt à 30-40 km par jour. Donc ça prend du temps, il faut vérifier si ça passe. On trouve des coins sympas, hein, des petits coins comme ça, très sympa. Et puis on prend des notes, et puis on recorrige et on refait des cases complètes. Et il faut aussi couper du bois. Voilà. Donc ça nous arrive très souvent de réouvrir des chemins. Quand c'est des petits bois, il n'y a pas trop de soucis. Quand c'est des gros bois, c'est plus compliqué. Et même là aussi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que quand on coupe du bois, ça arrive quand même assez souvent, quand on est sur des pistes. Et parfois, ces bois, ils appartiennent à quelqu'un. Donc il faut toujours le laisser sur le côté accessible. Je suppose que le propriétaire n'a pas fait tourner son arbre pour couper le chemin. Mais voilà, il faut toujours faire attention aux bois que vous allez couper, parce que parfois, il appartient à quelqu'un, donc c'est pas non plus anodin, parce que le bois, il passe sur la route, il est sur la domaine privée à côté. Alors, une autre question, c'est où dormir. C'est souvent des questions, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les chambres d'hôtes, maintenant il y en a partout, donc on ne les met plus. Les campings ou les aires de camping-car. Bon, le camping, c'est bien, les aires de camping-car, c'est un petit peu moins fun. Le camping, ça permet éventuellement d'avoir du courant, de prendre une bonne douche pour charger les véhicules. Et des fois, on est tranquille. Et puis, les bivouacs. Alors, vous avez des bivouacs, j'appelle contrôlés, qui sont chez les particuliers, donc ils peuvent vous demander autorisation et ça vous est arrivé des fois, ils disent vous pouvez dormir chez moi ou dans mon champ, etc. Ou France Passion. Les camping-caristes connaissent France Passion, les autres personnes moins. Nous, en venant ici, on s'est arrêté autour de Bordeaux, comme par hasard, chez un marchand de vin, un producteur de vin. Voilà. Et après, vous avez les bivouacs dans la nature. On va parler de la réglementation, ou après c'est sur les parkings, hein, ça nous est arrivé de dormir sur les parkings. Alors, le réseau France Passion, rapidement, c'est quand même 2000 entreprises qui sont adhérents à ce réseau-là, donc des accueillants. Et dans des coins un peu authentiques, on a été des fois chez un éleveur de bison, chez un producteur de lavande, etc. Donc c'est aussi intéressant de discuter. C'est gratuit, en général ça coûte le prix d'un camping pour aller acheter une bouteille, on va acheter de la lavande. Au moins on récupère quelque chose. Et voilà, et ça coûte 33 € de cotisation à l'année, donc c'est dans le domaine du supportable. Et on véhicule des produits locaux. Enfin, voilà. Seule chose, c'est qu'il faut être avec des véhicules autonomes, sur les 4x4 avec cellule, parce que les 3 quarts du temps, il n'y a pas de service. On peut éventuellement avoir de l'eau, mais il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de truc. Donc, voilà. Donc ça, c'est une alternative qu'on aime bien. On a découvert ça il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que ça évite de chercher, de dire est-ce que c'est légal, pas légal. On rencontre des gens, on discute, on passe des soirées. Enfin, c'est très sympa. Après, il y a le bivouac dans la nature. Alors là, je fais un petit point réglementaire, parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Donc il y a le Code des Verts, qui est une association de défense des loisirs verts, pas spécialement des 4x4, mais aussi des vélos, etc., tout ce qui est mobilité, même les piétons, qui a publié dernièrement un truc sur le bivouac. Voilà, les minimums, après, c'est beaucoup d'interprétations. Le bivouac en France, c'est pas réglementé, donc c'est assimilé au camping en dehors de terrains aménagés, en dehors des terrains de camping. Donc le principe de base, hors de l'emprise des routes et des voies publiques, c'est autorisé, avec l'accord du propriétaire ou du locataire du terrain. Ça, voilà, c'est le principe de base. Alors après, vous allez me dire qu'on est au bord d'un coin, c'est difficile de trouver le propriétaire. Par contre, les véhicules à moteur doivent rester sur les routes et les chemins ouverts à la circulation publique. Il est interdit de quitter le chemin pour stationner et de circuler sur une prairie ou un bois ou un terrain non ouvert. Tant que vous restez sur le chemin et son emprise, c'est-à-dire s'il y a un côté comme ici, sur la photo, on peut, mais vous n'avez pas le droit de sortir et puis dire tiens, je vais stationner là-bas au fond. Il faut rester sur une emprise de chemin. Ça, c'est assez classique. Après, c'est interdit. Bon, c'est classique, c'est les sites classés sur le littoral, sur les rivages, dans les périmètres de protection du patrimoine. On ne sait jamais où sont ces périmètres, mais si vous avez une église, donc globalement 500 mètres, pas le droit. À moins de 200 mètres des captages d'eau potable, on ne sait jamais où c'est non plus.
Et là, c'est encore plus compliqué, c'est les zones définies par arrêté du maire ou du préfet dans les plans d'occupation des sols, enfin les permis d'urbanisme. En général, les interdictions ne sont applicables que si elles sont portées à connaissance. Si vous êtes sur un terrain, vous arrivez ici, qu'il n'y a aucun panneau, ben, par écrit, je ne peux pas y aller. Quelque chose de près de la mer. Ça, un peu, mais ça doit être matérialisé par un panneau d'interdiction. Donc ça, c'est encore un truc qui est un peu plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, c'est interdit. Et bien sûr, c'est interdit dans toutes les propriétés privées. Vous ne pouvez pas rentrer chez les gens, personne dans votre jardin ou dans votre champ. Alors pour les champs, c'est une propriété privée, donc soit nous, ça nous arrive, on est agriculteur, on entre, on peut dormir à droite, à gauche. En général, ça se passe très bien. On dormait au bout des champs de vignes, enfin des vignes, etc. Avec un peu de courtoisie. Et puis après, bah, c'est le système du discret, quoi, parce que de toute façon, on ne va pas chercher le propriétaire d'un champ ou d'une parcelle. Il faut savoir que tout appartient toujours à quelqu'un. Donc la légalité, pouvez-vous faire virer par la police municipale ou garde champêtre, autrefois son ancien nom, parce qu'il vient vous voir, est-ce que vous avez demandé autorisation au propriétaire du bois? Ah non. Voilà, rien que ça c'est un motif de vous prendre 135 € et soit le propriétaire du bois pour savoir qui est, mais lui, ça ne savent pas forcément qui c'est. C'est un peu ça la difficulté. Et puis après, il y a le fait pour ne pas dévaler sa table, ses chaises, ses machins, ça c'est l'interprétation du gars de l'ONF ou du flic qui va venir valider. Parce que vous pouvez être stationné, dévalé pour le pique-nique, votre chaise et votre table à 50 mètres de la voiture, vous êtes juste en pique-nique. Si vous déballez à côté, vous êtes en camping. Ah oui. C'est subtil. Ça dépend beaucoup. Voilà. Bon. En général, ça se passe bien. C'est pas, comment on les trouve, les bivouacs dans la nature? Il faut un peu de bon sens, du respect, de la discrétion, un peu de temps et une appli de carto qui va vous aider, type Googler, de trouver un petit chemin qui va vous mener, une petite clairière, un petit truc. Googler ne vous donnera pas le nom du propriétaire non plus, mais bon, c'est comme ça. Et là, on arrive à trouver des spots très sympas. Vous voyez, sur la carte, on avait identifié, ça c'est dans les Alpes, un coin avec un parking. On était dessus et c'était nickel, on était tout seul. C'était une voie publique, donc on était bien. Ou soit on utilise une appli spécifique comme par Fortnite ou Overlander. Bon, Overlander en France c'est pas très connu, mais par Fortnite tout le monde le connaît. Il y a souvent beaucoup de monde, surtout en saison. Quand on fait des repos en mars, nous on utilise des fois par Fortnite. En Bretagne en mars, on dort, il n'y a personne. Hein. Mais ça n'empêche pas non plus, même avec par Fortnite, il faut aussi du bon sens, du respect de la discrétion, une appli de cartographie, etc. Donc voilà, c'est un peu vivons heureux, vivons cachés, il ne faut pas se mettre sur les coins, les gros spots où il y a du monde, c'est pas parce que ça vous plaît. C'est vrai qu'on passe ici, on dit tiens c'est sympa ici, mais on va pas se poser ici, on va pas y rester longtemps, quoi, en dehors du salon. Il n'y a qu'au moment du salon qu'on peut dormir ici, quoi. Enfin, vous pouvez passer voir, c'est vraiment la France profonde. Même des fois c'est très profond, hein. Il n'y a pas grand chose, c'est là, il faut jamais tout passer la tête dans le coin depuis très longtemps. Et on part sur des couples et l'itinéraire nord-sud, qui part de Bretagne et qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-Port. Il fait 2800 km, il y a 800 km de piste quand même. Pas comme les fins de Normandie. Vous avez une piste qui fait 800 km, bon, ça se saurait, c'est plutôt 800 petits bouts d'un kilomètre.
Et donc on descend par la Beauce, après, par la voie romaine dont je vous parlais. Donc on essaie de coller au plus près cette voie romaine. Et on arrive du côté à Beaugency, où là on propose une variante. Il faut passer par les bords de Loire pour que ça soit un peu plus fun. Là, c'est de la petite route, on passe par le bord de Loire, on partage des fois des bouts de chemin avec la Loire à vélo. Et puis si on veut se baigner, si on veut visiter le château de Beaugency, et on rattrape à Blois. Sinon, on continue par la voie romaine, par les chemins, jusqu'à l'entrée de Blois. Après, on traverse, on repasse de l'autre côté de la Loire, et là, on passe par le château de Chaumont, et on arrive au château de Chenonceau. Et puis, on continue. On a dit qu'on traversait, donc on traverse les châteaux de la plus bas, on est à Valençay, on a le château de Bouges. Donc là, c'est les châteaux plutôt au bord du Cher. Et puis, on continue notre descente, on traverse le paysage de la Brenne, c'est des grands marais, des étangs partout, on appelle le pays au mille étangs. Et on continue tranquillement, l'Indre, et là, on rentre sur le plateau de Millevaches, après derrière, tranquillement, où là, c'est beaucoup plus vallonné. Et puis, vous avez des petits coins perdus, comme ce petit point, cette petite chapelle, on avait bivouaqué là-haut, c'est vraiment tranquille. Bon, c'est évité le 15 août parce qu'il y a le pèlerinage, mais sinon, le reste du temps, on est seul au monde, c'est des photos qu'on utilise plus. Donc déjà, par rapport aux zones basses du Nord, les forêts, les châteaux de la Loire, on arrive en plein milieu de la Creuse où il ne se passe rien, Creuse-Corrèze. Après, on continue, on passe plus. On descend jusqu'à Rocamadour, on arrive dans le Larzac, avec des chemins qui sont plutôt étroits, on découvre la ville de Rocamadour, des petits villages circulaires comme Fourès, des petites forêts, des petites villes fortifiées comme il y en a partout. On continue la vallée du Lot, après la vallée du Lot, et puis on continue, on descend toujours, on arrive au Béarn, au Pays Basque, mais là après on n'est plus très loin de chez vous par là, donc vous connaissez, et on commence à grimper tranquillement à partir d'Orthès. Et là, on fait encore 100 km au pied des Pyrénées, qui sont les 100 derniers kilomètres du roadbook, sont par les routes d'estive. Du côté d'Irati, on remonte, à un moment, on voit à Saint-Jean-Pied-de-Port 40 km, on regarde le roadbook, il y en a plus de 100 encore à faire, je ne l'ai pas rendu. Mais on remonte dans les estives, par le col des Palombières, donc les routes d'estive. Vous ne connaissez pas, c'est les anciens chemins qu'à l'Aubergerie, qui ont été goudronnés dans les années 80 pour que les gars puissent aller travailler toute l'année. Et donc, ils sont là-bas, il n'y a personne. Même en plein mois de juillet, nous on a fait les dernières, on était encore en juillet les dernières, à part le brouillard, il n'y avait personne. On s'arrête, il y a des bergeries, ils vendent du fromage, ils vendent de la charcuterie. Et là, vous avez 100 km avec essentiellement des petits goudrons, mais qui a la largeur de la voiture. Des fois, une piste qui fait 4 ou 5 km, on longe les bords de frontière, c'est l'ancienne piste des douaniers, et on arrive au Pays Basque. Après avoir quitté le plage de Dunkerque, on finit par la plage de Saint-Jean-de-Luz, si vous voulez, après plus loin. Ou alors, une autre solution de traversée, l'autre itinéraire qu'on a, c'est de la Bretagne à la Camargue. On a un roadbook qui part de la pointe du Raz. Donc vous voyez, ici c'est la pointe du Raz, la pointe de la baie des Trépassés. Où là, si vous y allez au mois de novembre, vous pouvez dormir sur le parking. Et vous traversez, on traverse toute la Bretagne de l'intérieur. On a laissé jusqu'à Audierne et après on rentre dans la Bretagne de l'intérieur où il n'y a personne. C'est vraiment la Bretagne profonde, les Francheville, les élevages bovins, les élevages de chevaux, on ouvre les portes, on ferme, on met le fil de fer, on remet le fil de fer, on se promène là-dedans et c'est vraiment tranquille, il n'y a personne. On continue à arriver au Mont-Saint-Michel, on est quand même placé au Mont-Saint-Michel parce qu'on ne peut pas rater le Mont-Saint-Michel, et on enchaîne sur les chemins du bocage normand. Donc là, bon, avec un van c'est un peu plus compliqué parce que le bocage normand est un peu fermé, voire très fermé, il n'y a plus beaucoup de chemins ouverts, même pour des voitures étroites comme le DEF, ça passe plus. Et là, on passe pareil dans ce qu'on appelle la Suisse normande. On a des beaux chemins qui sont là-bas. Et à partir d'Alençon, on a des chemins un peu plus d'Argentan. On a des chemins qui sont plus ouverts, plus larges, on peut reprendre. Et les premiers sont un peu étroits. Puis voilà, on peut s'arrêter, manger des pommes si c'est la saison, etc. Boire un peu de cidre ou calva aussi. Si modération est là, sinon, voilà, on ne peut pas. Après, on reprend le morceau que je vous ai expliqué tout à l'heure par la Beauce, on rattrape le roadbook au niveau de la Beauce, si on descend la Creuse, etc. Arrive à Rocamadour, on dit on va pas vers le Béarn, on va vers Millau. Ça, c'est les 2 derniers roadbooks qu'on a fait. On descend vers Millau, on traverse le causse du Quercy, on arrive sur le causse du Larzac, on passe du côté de Figeac. Variété de paysages aussi très, très sympa. Et puis, arrivé à Millau, on remonte sur le plateau du Larzac, forcément. Et là, bon, à part les chemins fermés à cause des réparties, mais on continue tranquillement. On remonte par les Cévennes, on fait une petite boucle par les Cévennes. Là, c'est pareil, il y a pas mal de chemins qui sont fermés, mais on a encore réussi à trouver des toutes petites routes en béton
Je trouve que les routes bétonnées là-bas c'est pire que les chemins. Parce qu'ils ont laissé les saignées pour les coulements d'eau. C'est du béton, donc pour passer là-dessus, ça claque. Faut pas croiser grand monde non plus. Sur des petits ponts comme ça, il y en a plein. Faut pas qu'il y ait un autre en face. Voilà. Il y a des coins de baignade un peu partout. On traverse après toute la zone du Gard où là on a quand même évité tous les bosquets, toutes les petites forêts pour éviter par rapport au risque incendie. De toute façon tout est à peu près fermé, mais on a fait que des petits trucs, des petits machins ou des petits chemins à travers les plantations, les arbres fruitiers, les vignes, etc. On arrive quand même à trouver des trucs sympas. Et puis on finit dans les prairies, enfin pas dans les prairies avec les taureaux, mais au bord des prairies où il y a les taureaux, ou au bord des étangs où il y a les fermes en rose, et on arrive comme ça au Sainte-Marie-de-la-Mer. Là, sur celui-là, vous avez fait 2600 km. Il y a pareil, il y a presque 900 km de chemin, de piste, tranquille, sans souci. Alors après, on peut faire l'autre variante, c'est de partir de la Pointe-du-Gard et finir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Enfin, et c'est vraiment une expérience intéressante, parce que nous, forcément, on l'a fait plusieurs fois, même par petits bouts. On est loin des zones touristiques. Des fois, pour trouver une épicerie ou trouver un petit resto ou un petit truc, il n'y a rien. Enfin, on a cherché à éviter, à part les spots, Rocamadour, Mont-Saint-Michel, machin, on a cherché à éviter les zones très fréquentées. Donc là, nous, des fois, on passe 10 jours, on ne voit personne. Même, on dit des fois, c'est des chemins de randonnée, c'est des GR ou des trucs comme ça. Alors, des fois, on sait qu'on est dimanche parce qu'on prend des vélos, mais sinon, il n'y a rien, il n'y a personne. C'est vraiment une découverte un peu de la France qui est très particulière. Là, vous n'avez pas à chercher, vous prenez le roadbook, vous partez, vous suivez les pages, vous allez à votre rythme. L'intérêt du roadbook, c'est que vous pouvez mettre 2 jours, 3 jours, 4 jours. On en a un qu'on n'a pas ici, mais qui fait ce de la loi. Il part de Chenonceau et il va à Saumur. Et après, il continue sur Noirmoutier. Il fait 200 km. J'ai des clients, ils m'ont dit en une semaine, on ne l'a pas fait. Parce que 200 km, vous avez 8 châteaux de la Loire. Vous avez Chenonceau au départ, vous avez Langeais, vous avez Tel Rideau, vous avez la citadelle de Loche, vous avez Chinon, vous avez Saumur, vous avez la ville de Montsoreau. Enfin, que des petits trucs qui se visitent en 10 minutes. Si vous avez soif, on passe par Chinon, Bourgueil et Saumur. Ça peut prendre du temps. Et une bonne partie du temps, on longe la Loire. Quand il fait chaud, les enfants ils vont se baigner. Et ils m'ont dit, en une semaine, on n'a pas fait les 200 km. Ils ont fait tous les châteaux. Donc voilà, donc c'est combien de plombées pour faire un roadbook Creuse-Forest, 360 km. J'ai un client qui m'a dit, moi je l'ai fait en 2 jours. Je me suis arrêté nulle part. D'un coup. Ok, c'est son truc. On peut le faire en 3 jours, 4 jours, on peut s'arrêter, il y a des coins avec des étangs. Puis ça permet de rencontrer des gens. Je sais pas dans quel coin c'était, on s'était posé près d'un étang. Tranquille, on demande autorisation, vous pouvez, une dame nous dit, ouais mais ici souvent les jeunes le soir ils viennent faire la fête. Vendredi soir. Bon. Ah mais quand même. Bon bah si des fois ils viennent, moi j'habite à tel endroit, après l'entrée du village, la première pâture c'est à moi, pouvez-vous me garer, si on me dit quelque chose, vous dites que vous m'avez vu, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bon, on est resté là-bas, 8h du soir, 1 voiture, 2 voitures, 3 voitures, le barbecue, les toiles détente, les machins, les trucs. À 21h, on s'est dit, on va peut-être pas rester, les jeunes disaient, non, ne dérangez pas, c'est là. Non, mais avec la sono, tout ça, c'était pas. Le s'est installé chez la dame dans son champ, quoi. Vous avez donné autorisation d'aller là-bas. En fait, on rencontre plein de gens comme ça qui nous demandent, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on arrive dans le village, parce que j'ai des personnes qui passent par là. C'est une expérience un peu intéressante, on tombe sur des artisans qui sont un peu perdus, ou des peintres. Enfin, c'est vraiment une découverte qu'on n'a pas dans le guide vert ou en guide Michelin. Voilà. Et après, des questions qu'on a souvent sur un itinéraire, par exemple comme celui-là ou comme l'autre qu'on a vu tout à l'heure, sur la zone de la France, il y a des roadbooks qui sont faits pour aller dans un sens. Les cases s'enchaînent dans un certain sens, pas dans le sens où il faut décider, en fait, de manière unilatérale, pour aller du nord vers le sud. Et un jour, il y a quelqu'un qui est de Bayonne, il me dit, moi j'aimerais bien le faire dans l'autre sens. Je dis, il n'y a pas de souci, avec la trace, comment prenez la trace, prenez pas le roadbook, parce que le garde de case à l'envers sur un roadbook, on part de la flèche, on arrive au point, au bout d'un moment, c'est le kilométrage sur la case au-dessus, au bout d'un moment, le copilote, il va passer par la fenêtre. J'ai dit, ok, on peut le faire dans l'autre sens, mais j'ai dit, une fois que vous êtes arrivé à Dunkerque, qu'est-ce que vous faites pour rentrer à Bayonne? Il me dit, je prends l'autoroute. J'ai dit, si vous prenez l'autoroute au début, vous faites le plus pénible d'un coup, et vous redescendez tranquillement, et puis si vous n'avez pas fini, vous prenez l'autoroute, vous êtes arrivé à Carongo, vous rentrez chez vous, quoi. Ça va, me dit, moi je te l'avais dit. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un itinéraire dans un sens.
peut le faire effectivement dans les deux sens. C'est plus simple d'aller, les Maloukou, si vous arrivez au bas, vous partez à l'autre bout, vous faites le plus pénible l'autoroute en 2 jours d'un coup, et puis c'est fini. Hein. Nous on fait 2000 km, l'autoroute c'est 1000 km pour monter à Dunkerque depuis Bayonne. Ah, c'est faisable, donc c'est pareil, je veux dire, on peut s'adapter, mais on peut le faire dans le sens qu'on veut, et surtout à la vitesse qu'on veut, et là où on veut, on peut en plus. Nous on avait des trucs à visiter, donc on peut aller voir ce qui est autour, enfin on s'empêchera de sortir du retour. Il m'a dit, augmentez trop de trucs, on n'a pas le temps de tout voir. Vous n'êtes pas obligé de tout voir non plus. Quand on achète le guide des Michelin, on ne fait pas tout. Alors ça prend du temps. Donc. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça la philosophie. Alors, conseil pour se lancer, voiture un peu rehaussée, ça suffit. 2 roues motrices, une Ferrari, ça passera pas, mais on prend des chemins agricoles. Si vous faites ça en saison sèche, on va dire, en été ou au printemps, il n'y a pas de souci. Bon, un peu les grosses pluies, c'est mieux d'avoir un 4x4, mais. Voilà, on évite tout ce qui est compliqué, ça ne vaut pas la peine. Tout ce qui est compliqué, le camel trophy, c'est pas la philosophie du parcours. C'est pas la peine de charger son véhicule de tous les accessoires possibles et imaginables. Bon, je suis à côté, ils entendent ça, ils vont râler, mais voilà, c'est pas la peine d'avoir trop de charge. Bon, ici c'est un peu trop. Il faut simplement se lancer. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Vite fait, vous entraînez un petit peu avec les cases au début, puis lancez-vous, allez-y. Faites les 400 km Youpi, si vous en faites que 200, ben tant pis. Et puis voilà, il faut se lancer simplement. Voilà, et profiter. Voilà, une petite bière tranquillement. Bon, ben, faut profiter, prendre son temps, c'est ça surtout. Prendre son temps. On ne sait plus prendre son temps aujourd'hui. Donc il faut prendre son temps. Et puis bah, après, conclusion, je dirais qu'il y a encore pas mal de choses à voir en France. Hein. Il y a une France discrète des sauvages. Le roadbook permet de la retrouver sans passer des jours de préparation. Vous n'avez pas à vous dire, prendre la carte, je vous expliquais au début, prendre la carte, passer, chercher si c'est un chemin légal, pas légal, je l'appelle le cadastre. On fait ça pour vous, et puis bah, c'est de votre attention. Ça, c'est derrière Saint-Jean-Pied-de-Port.